Paris, juin 1172. Une rumeur glisse dans les couloirs du Louvre comme un serpent silencieux. La reine de Navarre est morte. Et ce n'était pas naturel. Une mort brutale, soudaine, dans un climat politique où chaque souffle est suspect, chaque regard cache un poignard. Jeanne d'Albret, mère du futur Henri IV, luthérienne farouche, résistante inflexible face au pouvoir catholique, s'est effondrée après avoir reçu un simple flacon de parfum, un geste en apparence innocent. Mais à la cour de Catherine de Médicis, rien n'est innocent. Quelques jours avant sa mort, Jeanne était venue à Paris pour préparer le mariage de son fils avec Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX. Une union censée apaiser les tensions entre catholiques et protestants. Un rêve de paix dans une mer de sang. Jeanne, méfiante, avait accepté l'invitation avec prudence. Elle connaissait le terrain miné sur lequel elle marchait. Elle le connaissait, mais n'avait pas vu le piège venir sous la forme d'un petit flacon délicatement offert par un maître parfumeur envoyé directement depuis les appartements de Catherine de Médicis. Ce matin-là, Jeanne reçoit le flacon dans ses quartiers du Palais Royal. Une odeur suave s'en échappe. Elle l'ouvre, le respire brièvement, intriguée. Puis elle le referme. Quelques heures plus tard, une douleur aiguë la saisit. Une sueur glacée, une fièvre brûlante, des spasmes. Elle s'effondre. En moins de 2 jours, la femme la plus influente du camp protestant est morte. Le choc est immense. Les huguenots sont abasourdis. Les courtisans chuchotent. Certains prêtres murmurent que c'est la volonté divine. D'autres, plus discrets, échangent un regard entendu. Car tous savent qu'à la cour de France, la politique ne tue pas seulement à l'épée. Elle tue à l'ombre, lentement, silencieusement, par les roses, les bijoux et les parfums. Le flacon, il a disparu. Aucun domestique ne peut le retrouver. Aucun témoin ne se souvient de l'avoir vu après l'incident. Catherine de Médicis, interrogée par quelques courtisans, hausse simplement les épaules. La reine était fragile, et Paris est fatigant à cet âge-là. Mais son regard, froid comme l'acier, ne laisse aucune place à l'innocence. Les soupçons se tournent vers René le Florentin, le parfumeur favori de la reine-mère. Homme discret, alchimiste des senteurs, mais aussi chimiste des poisons. Son laboratoire, caché dans les profondeurs du palais, est un lieu interdit. On y murmure qu'il manipule des essences rares, mais aussi des extraits vénéneux, de l'arsenic dissimulé sous des notes de musc, du cyanure masqué dans la lavande. Pourquoi Jeanne? Pourquoi maintenant? Parce que son influence sur Henri de Navarre était immense. Parce qu'elle refusait que son fils se convertisse au catholicisme. Parce que sa mort ouvrait la voie à un mariage sans obstacle et à une trahison sans limite. 2 mois après sa mort, les cloches de Paris sonnent. Ce n'est pas un deuil, c'est un mariage. Henri et Marguerite s'unissent, et 6 jours plus tard, la Saint-Barthélemy commence. Le sang protestant inonde les rues, le piège s'est refermé. Alors, était-ce un assassinat, un simple accident, une réaction allergique, ou bien un coup magistral de la plus redoutable stratège de France, Catherine de Médicis, qui aura ainsi éliminé l'unique rempart entre la paix et le massacre? Mais ceci n'est que le début, car dans l'ombre, certains conservent des lettres, des mots laissés par Jeanne elle-même, des soupçons, des noms. Et si ces secrets venaient à sortir, le Louvre tremblerait. Le silence au lendemain de la mort de Jeanne d'Albret n'est pas le calme, mais une tension suspendue. Les murs du Louvre suintent de méfiance. Ceux qui se disent amis évitent les regards. Ceux qui se taisent en savent trop. Et dans les couloirs, les messagers courent, non pas pour annoncer, mais pour effacer. Car la mort de la reine de Navarre n'est pas une fin. C'est un mouvement de pièces sur un échiquier dont Catherine de Médicis tient le centre. Cette Italienne aux mains froides et au regard scrutateur sait que chaque mort est une ouverture. Chaque disparition crée du vide, à remplir avec ses propres volontés. Mais un homme refuse d'accepter l'évidence officielle. Il s'appelle Florent de la Cépède. Conseiller huguenot de la reine Jeanne, il l'avait accompagné discrètement à Paris. Depuis les coulisses, il avait tout observé. La peur croissante de Jeanne, ses nuits sans sommeil, ses entretiens tendus avec Charles IX. Et surtout, ce matin funeste, il avait vu le page porter un flacon étrange à ses appartements. Un flacon que Jeanne, pourtant si méfiante, avait accepté sans un mot, comme si elle savait que le danger n'était plus évitable. Florent tente de parler. Il s'adresse au ministre. Il cherche le page, mais tout a disparu. Le garçon, affecté au service du roi. Le parfumeur, introuvable. Le flacon, comme s'il n'avait jamais existé. Les preuves se dérobent comme de la fumée, et lui-même sent les regards se retourner contre lui.
son propre nom, murmuré dans des couloirs qu'il pensait neutres, le conseiller fou, le paranoïaque. Mais il a un atout. Avant de mourir, Jeanne lui avait confié une enveloppe, cachetée de son sceau personnel. Elle l'avait fait jurer de ne l'ouvrir qu'en cas d'accident. Si je tombe, lis. Si je vis, oublie. Florent, les mains tremblantes, rompt le sceau une nuit, dans une chambre d'auberge à Saint-Antoine. Il déplie la feuille. 3 pages, 3 noms, et une phrase qui glace le sang. Si je meurs, ce ne sera pas de la main de Dieu. Les noms sont choquants. René le Florentin, vicomte d'Arques, gentilhomme de la Chambre. Et enfin, Marguerite elle-même, la future épouse de son fils. Jeanne soupçonnait sa belle-fille, ou savait-elle davantage? Florent, en relisant les lettres, voit apparaître un schéma. Des visites nocturnes de Marguerite aux appartements de sa mère. Des cadeaux étranges, des rires étouffés. Et une nuit, un échange de coffrets entre René et la reine-mère, sous la surveillance silencieuse de Marguerite. Est-ce possible? La douce Marguerite, complice d'un assassinat, ou simplement un pion, charmant mais malléable, dans le jeu cruel de Catherine? Car tout semble indiquer que Jeanne était devenue un obstacle, un mur à abattre. Le mariage ne pouvait avoir lieu tant qu'elle respirait. Et maintenant, tout est prêt. Mais Florent ne veut pas se taire. Il sait qu'il ne pourra pas parler à Paris. Il décide de fuir à La Rochelle, bastion protestant. Là, il fera parvenir les lettres à Henri lui-même. Il faut que le fils sache ce qu'il est en train d'épouser. Il faut qu'il sache dans quel lit le sang de sa mère a été versé. Mais avant son départ, un homme le rejoint dans la ruelle sombre d'une auberge. Vous portez des secrets que Paris ne vous laissera pas emmener. Florent recule. L'homme est vêtu de noir, la main sur la garde de son épée. Rendez la lettre. Jamais. Alors priez, monsieur, car le poison tue en silence. Mais l'acier, lui, crie. Un choc, une douleur, et la nuit tombe. Le cri n'a pas été entendu. Florent s'effondre dans la ruelle, transpercé. Mais le destin, capricieux, ne l'arrache pas encore à la vie. L'homme en noir a fui précipitamment, croyant sa tâche accomplie. Et pourtant, Florent respire. Faiblement, mais il respire. C'est une servante de l'auberge, une certaine Isabeau, qui le découvre à l'aube. Elle reconnaît cet homme discret, toujours poli, qui glissait une pièce de cuivre à chaque passage. Elle alerte son frère, chirurgien de fortune, et tous deux le transportent, en silence, jusqu'à une cave humide, à l'abri des regards. Paris ne doit pas savoir qu'il vit encore. Pendant plusieurs jours, Florent lutte entre la fièvre et la conscience. Il délire, il murmure des noms, mais surtout, il serre contre sa poitrine une bourse de cuir, celle qui contient les lettres de Jeanne. Lorsque la douleur s'apaise enfin, il n'a plus qu'une obsession, atteindre La Rochelle. Là-bas, des frères d'armes, des amis fidèles à la mémoire de la reine, l'attendent. Il sait que le temps est compté. La Saint-Barthélemy approche. Dans les salons, dans les églises, dans les arrière-cuisines du pouvoir, les rumeurs circulent. Il y aura un bain de sang. On frappera quand ils seront tous réunis. Le mariage n'est qu'un piège. Et lui, Florent, détient les preuves que tout a commencé bien avant, avec un parfum. Mais tandis qu'il se remet sur pied, le Louvre se prépare à la fête. Les draperies sont accrochées, les carillons nettoyés. La noblesse protestante afflue, insouciante, croyante à la paix. Henri de Navarre arrive à cheval, grave mais confiant. Il ignore que sa mère a peut-être été sacrifiée pour ce moment précis. Marguerite, quant à elle, brille sous les projecteurs, belle, légère, le sourire tendre. Mais derrière ses yeux d'azur, une ombre rôde. Catherine la surveille de près. Les deux femmes ne se parlent que par allusion. Un mot suffit, une nuance, une pause trop longue. Et parfois, dans les couloirs déserts, un éclat de voix. « Tu sais ce que tu as fait. Je n'ai rien fait sans toi, mère. Tu as osé l'assumer. Je l'ai fait pour la couronne, pour moi, pour nous toutes. » Dans cette joute glaciale, la vérité ne compte plus. Seul compte le pouvoir, la survie et le silence. Et pendant ce temps, Florent avance. Blessé, maigre, appuyé sur un bâton, il quitte Paris à l'aube d'un jour d'orage. La route vers La Rochelle est longue, semée d'embuscades. Il voyage de nuit, évite les grandes routes, dort dans les granges. Mais la peur le suit. 2 fois, il croit reconnaître l'homme en noir. Une fois, il entend son nom murmuré par un cavalier croisé dans une auberge. Florent de la Cépède. S'il vit encore, qu'on le réduise au silence. Mais ce qui le pousse à tenir, ce n'est pas la peur, c'est la mémoire de Jeanne. Elle lui apparaît en rêve, debout, droite, les yeux pleins de feu. Elle ne lui parle pas. Elle le regarde.
Et dans ce regard, il lit un ordre. Ne les laisse pas écrire l'histoire à ma place. La dernière étape avant La Rochelle est un relais de poste isolé, tenu par un vieil homme protestant. Là, Florent confie son paquet de lettres, scellées, à un messager de confiance. Pour Henri, de ma part, ne l'ouvrez pas, donnez-lui de mes mains, ou ne le donnez jamais. Le messager hoche la tête. Il promet. Et part au galop. Florent s'effondre alors sur une paillasse. Il pense que son rôle est terminé. Il ne sait pas encore que le sang n'a pas fini de couler. Et que les lettres, entre les mains d'Henri, vont changer le cours de l'histoire. Mais avant cela, le 24 août arrive. Et avec lui, la Saint-Barthélemy. 24 août 1172. Le jour se lève à peine sur Paris, mais la ville ne dort pas. Dans l'ombre des ruelles étroites, des hommes armant leurs épées. Les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois n'ont pas encore sonné, mais les ordres sont déjà passés. Dans les palais, les couvents, les casernes, les noms des cibles ont été inscrits. Les nobles protestants, venus assister au mariage de leur chef avec Marguerite de Valois, sont endormis dans des lits qui seront bientôt maculés de sang. Et Henri de Navarre? Il dort aussi, à 2 pas de son épouse, dans une chambre ornée de tentures couleur or. Il ignore encore que dans quelques heures, on viendra frapper à sa porte, non pas pour le féliciter, mais pour l'abattre. Mais un détail change tout. Le messager de Florent est arrivé. Il a franchi les murs de La Rochelle à l'aube du 22 août. Il a trouvé Henri entouré de ses compagnons, en train de discuter stratégie et avenir. Lorsqu'il lui remet le paquet, cacheté du sceau de Jeanne, un frisson parcourt l'échine du jeune roi. Il reconnaît l'écriture de sa mère. Il s'enferme dans une pièce et lit. D'abord lentement, puis plus vite. Puis il s'effondre sur une chaise. Les mots sont clairs, les noms, précis, les implications, monstrueuses. Sa propre épouse, complice. Sa belle-mère, instigatrice. Et sa mère, morte. Non pas de maladie, mais de trahison, d'empoisonnement, comme une bête à abattre dans un jeu de pouvoir. Henri est bouleversé. Il veut fuir, il veut hurler, il veut tuer. Mais il ne peut rien faire, car le piège s'est refermé. Le 23, le roi Charles IX, sous l'influence de Catherine, donne l'ordre, frapper les chefs. Le premier nom sur la liste est celui de l'amiral de Coligny, mentor d'Henri. Et le matin du 24, à l'aube, les cloches sonnent. Paris se transforme en boucherie, les portes sont bloquées, les maisons pillées, les protestants égorgés dans leurs lits, des familles entières jetées dans la Seine. Les cris, les larmes, les appels à Dieu se perdent dans la fumée et la poussière. On tue au nom de la paix. Henri est réveillé en sursaut. On tambourine à sa porte. 2 hommes entrent, l'arme à la main. Mais derrière eux, un 3e surgit. Un courtisan du roi qui a lu la lettre avec Henri. Il crie « Le roi veut qu'on l'épargne, il lui a promis la vie !» Un moment de tension, puis les épées se baissent. Henri est arrêté, mais pas tué. Il est emmené de force au Louvre, jeté aux pieds de Charles IX, qui tremble, pâle, hagard. « Convertis-toi » lui souffle Catherine. « Ou meurs » ajoutent les yeux de ses gardes. Henri hésite. Il pense à sa mère, à ses lettres, à la foi qu'elle lui a transmise. Mais il pense aussi au sang qui coule dans les rues. Il sent qu'il est seul, que s'il meurt ici, il ne pourra jamais venger Jeanne. Alors il ment, il accepte de se convertir, il reste en vie, mais dans son cœur, il jure de se souvenir. Pendant ce temps, à La Rochelle, la nouvelle du massacre parvient aux survivants. Les protestants fuient, certains se regroupent, d'autres cherchent à retrouver Florent. Mais nul ne sait encore que lui aussi est visé, car à Paris, un second ordre a été donné. Éliminer l'auteur des lettres. Le sang n'a pas fini de couler. Florent de la Cépède, dans sa retraite près de La Rochelle, croit avoir accompli son devoir. Il ignore encore l'ampleur du cataclysme qu'il vient de déclencher. Il ne connaît pas les rues rouges de Paris. Il n'a pas vu les cadavres suspendus aux fenêtres, les femmes traînées par les cheveux, les enfants massacrés dans les églises. Il ne sait pas encore que la lettre qu'il a fait parvenir à Henri est devenue, pour certains, plus dangereuse qu'une armée entière. Mais il comprend vite. Le 26 août, 2 cavaliers en noir apparaissent devant la ferme isolée où ils se cachent. Ils ne posent pas de questions. Ils ne cherchent pas à capturer. Ils viennent tuer. Mais Florent n'est plus seul. Isabeau, la servante qui l'avait sauvé, a averti la communauté protestante locale. Une dizaine d'hommes se tiennent prêts. Le piège se referme sur les assassins cette fois. Un est abattu, l'autre s'enfuit. Dans ces affaires, on retrouve une lettre, une mission, signée du cachet royal. Mettre fin aux rumeurs, réduire au silence. Aucun témoin ne doit survivre. Florent lit ces mots avec un calme glacé. Il comprend maintenant.
Il n'est plus un témoin. Il est devenu un symbole, un survivant de la trahison. Mais les symboles ne vivent pas longtemps dans une France qui saigne. Henri, depuis Paris, réussit à faire parvenir un message secret à La Rochelle. 3 mots, simples mais lourds. Je sais tout. Et en post-scriptum, ne sortez plus, on vous cherche. Florent reste reclus. Il écrit, il rédige tout ce qu'il sait. Il rassemble les récits, les dates, les noms, les gestes. Il veut que s'il lui meurt, la vérité ne meure pas avec lui. Il fait plusieurs copies, les confie à des amis de confiance. Certaines partiront vers Genève, d'autres vers l'Angleterre. Une ira à Henri lui-même, en secret. Mais chaque nuit, il rêve de Jeanne. Elle lui apparaît, vêtue de noir, droite, digne. Elle ne sourit jamais. Elle le regarde. Et dans ses yeux, toujours, cette question muette. Qu'ont-ils fait de mon nom? Et Florent tremble, car il sait que la réponse est terrible. À la cour, la version officielle circule. Jeanne est morte de maladie. Catherine pleure publiquement. Marguerite porte le deuil. Et tous murmurent la même fable. Elle était fragile. Paris l'a épuisée. Mais sous les dorures, le poison a laissé une tache que nul ne peut laver. Certains serviteurs parlent, dans l'ombre. Une rumeur naît, persiste. Un parfum, un flacon, une odeur de mort. Et un nom revient. René le Florentin. L'homme a disparu. Plus personne ne sait où il est. Certains disent qu'il est mort. D'autres qu'il a fui en Italie. Mais il existe un manuscrit, retrouvé bien plus tard, dans les papiers d'un marchand d'épices vénitien. Les essences peuvent guérir. Mais certaines, préparées pour une reine, tuent plus sûrement qu'un poignard. La France est en cendres. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, les protestants survivants se terrent, fuient ou prennent les armes. Les murs des églises portent encore les éclaboussures d'un fanatisme devenu folie. Et dans les provinces, le nom de Jeanne d'Albret revient sans cesse, comme une ombre, comme une promesse non tenue. À La Rochelle, Florent de la Cépède se remet lentement. Il est devenu le gardien d'une vérité que le royaume entier veut étouffer. Mais un matin, une missive secrète lui parvient, venue de Pau, capitale du Béarn natal de Jeanne. Un vieil homme, notaire à demi oublié, affirme détenir un testament écrit de la main même de la reine. Un testament qui contredirait entièrement la version officielle publiée à Paris. Dans ce document, rédigé quelques semaines avant sa mort, Jeanne y désigne formellement ses volontés. L'interdiction absolue que son fils Henri abjure la foi protestante. La suspicion ouverte envers Catherine de Médicis. Et surtout, le refus catégorique du mariage avec Marguerite de Valois, sauf si toutes les garanties religieuses sont données par Rome, chose évidemment jamais envisagée. Et plus inquiétant encore, elle écrit, à la dernière ligne, d'un trait tremblant mais lisible. « S'il m'arrive malheur à Paris, sachez que cela n'est pas œuvre de Dieu, mais de la main des hommes. » Florent lit ces mots avec des larmes de rage. Voilà ce que Paris n'a jamais voulu révéler. Voilà pourquoi on a fait taire les témoins. Voilà pourquoi Catherine a joué de toutes les apparences. Mais ce testament, par quel miracle est-il encore intact? Le notaire raconte que Jeanne lui avait remis ce double en secret, avant son départ, que l'original fut envoyé vers Paris, et qu'il ne fut jamais retrouvé. Florent décide alors de protéger ce texte comme une relique. Il veut en faire des copies, le diffuser dans les cercles huguenots d'Europe. Mais il sait que s'il agit trop vite, il sera réduit au silence. Il envoie un émissaire vers l'Angleterre. La reine Élisabeth pourrait s'en emparer, elle qui craint tant l'influence des Médicis et de Rome. Mais pendant ce temps, à Paris, Catherine sent que quelque chose lui échappe. Des murmures courent, une lettre de Jeanne, un testament, des copies, son réseau d'espions s'active. Des arrestations ont lieu à Lyon, à Blois, à Montpellier. Certains sont torturés. Un nom revient sous la contrainte, Florent de la Cépède. Elle serre les dents. « Je croyais cet homme mort. Il a survécu, madame. Alors il faut qu'il meure pour de bon. » Et dans la pénombre, une nouvelle chasse commence. Mais cette fois, Florent est prêt. Il sait que la vérité, seule, ne suffit pas. Il lui faut des alliés. Il écrit à Henri, lui envoie une copie du testament, sous un nom d'emprunt. Il envoie une autre à Genève, une troisième vers Édimbourg. Car il a compris une chose simple et terrible. Catherine ne peut pas tuer la vérité si elle se démultiplie. Mais déjà, des hommes approchent de La Rochelle. Des sabots battent les chemins. Des informateurs signalent ses déplacements. Le filet se resserre. Et dans la dernière ligne de son journal, avant de devoir fuir à nouveau, Florent écrit « S'il me trouve, qu'il sache que je ne suis qu'un nom, mais que le mensonge qu'il protège mourra avec eux. » Et Florent quitte La Rochelle à la tombée du jour.
Il ne regarde pas derrière lui. Il sait que s'il croise une seule silhouette dans la brume, ce ne sera pas un passant, mais un homme envoyé pour le faire taire. Il n'est plus un simple témoin. Il est devenu le porteur d'un testament capable de renverser l'image que la cour de France s'est donnée au monde. Il voyage à travers la Saintonge, puis vers le Limousin, changeant d'identité à chaque étape. Sous le nom de Maître Guilhem, herboriste, il soigne les paysans contre quelques œufs, se cache dans les granges, dort avec un couteau sous l'oreiller. Dans sa sacoche, une copie du testament de Jeanne d'Albret, protégée entre deux planches de bois, comme un évangile interdit. Mais à Paris, les espions de Catherine redoublent d'efforts. Une missive interceptée entre La Rochelle et Bordeaux mentionne le manuscrit de la reine. Un nom y est griffonné, Guilhem. Elle le reconnaît. Elle frappe la table du poing. Il faut qu'il meure, maintenant. 2 hommes sont envoyés, des mercenaires d'Italie, anciens soldats de guerre, sans foi ni loi. Ils n'ont pas besoin d'ordres écrits. On leur donne un nom, une description, une bourse d'or, et la promesse d'une grâce royale s'ils ramènent le parchemin. Pendant ce temps, Henri de Navarre vit entre 2 mondes. Converti au catholicisme pour sauver sa vie, il est surveillé comme un prisonnier dans les couloirs du Louvre. Marguerite le regarde sans tendresse. Catherine le salue avec un sourire de marbre. Mais il n'oublie rien. Il attend son heure. Et surtout, il lit et relit les lettres de sa mère et le testament que Florent lui a fait parvenir. Ce document, c'est sa colère contenue, sa raison de survivre, sa promesse de revanche. Florent, lui, atteint enfin un petit prieuré dans le Massif central. Là, un vieil ami, ancien compagnon d'armes de Jeanne, devenu moine après la guerre, lui offre l'asile. Il s'appelle frère Anselme. Ici, personne ne viendra. Même Dieu? Lui, il ne lit plus les lettres du roi. Mais les mercenaires approchent. Ils arrivent au prieuré une nuit de pluie. Un moine est tué d'un coup de dague en silence. Le deuxième supplie. On le laisse vivant, pour faire diversion. Il cherche dans les cellules. L'un d'eux trouve un coffret. Il sourit. Il l'ouvre. Vide. Florent n'y est plus. Frère Anselme l'a fait fuir par un souterrain oublié. À l'intérieur, un âne, un peu de nourriture et surtout, l'instruction d'atteindre l'abbaye de Sainte-Croix, en territoire protestant. Mais sur la route, le froid, la faim, la peur. Florent ne mange plus. Il ne parle plus. Il sait que chaque jour gagné est un souffle volé à la mort. Pourtant, il continue. Un matin, il croise une caravane de musiciens, des saltimbanques, rieurs, pleins de vie. Il se cache d'eux, mais un enfant l'aperçoit. Il vient à lui. Florent lui tend une pièce. Le garçon lui répond « Tu peux venir avec nous. Les gens ne regardent jamais les bouffons. » Et ainsi, le témoin d'un complot royal, le porteur du dernier mot d'une reine assassinée, devient simple porteur de tambourin. Il chante, il rit, il jongle pour les paysans et les seigneurs de passage. Dans ce cortège de saltimbanques hétéroclites, personne ne soupçonne que le vieux porteur de tambourin, voûté, silencieux, toujours à l'écart du feu, cache sous sa tunique un parchemin que des rois veulent voir brûler. Florent s'est glissé dans l'oubli, mais sa mémoire est vive et son objectif intact. Chaque nuit, sous la toile usée de la roulotte, il déroule les pages du testament. Il le recopie, encore et encore, à l'encre faite de cendre et de vin, sur tout ce qu'il peut trouver. Peaux tannées, bouts de linge, dos de vieux manuscrits volés dans les églises abandonnées. Il veut que les mots de Jeanne d'Albret ne meurent jamais. Mais au loin, d'autres mots le trahissent. À Paris, un espion a rapporté. Un vieil homme qui voyage avec les comédiens. Il écrit sans cesse, refuse de parler, mais lit des choses qu'il cache. Catherine de Médicis reçoit la note sans un mot. Elle fait un geste. Le dossier disparaît. Et 2 nouveaux hommes sont envoyés. Discrets, bien habillés, capables de se faire passer pour marchands, moines ou musiciens. Pendant ce temps, le convoi des saltimbanques arrive en Gascogne. Là, au détour d'un campement, un jeune capitaine protestant remarque l'étrange vieillard. Une nuit, il le suit discrètement. Il l'observe écrire, puis prier, à genoux devant une feuille de parchemin. Et le choc le saisit. Il reconnaît le sceau de Jeanne d'Albret. Au matin, il se présente. « Mon nom est Théodore de Sceaux. J'ai servi sous la bannière de Navarre. Ce que vous portez est sacré. » Florent, méfiant, hésite. Puis il cède. Il remet à Théodore une copie du testament. Pas l'original, pas encore, mais assez pour raviver la flamme. Théodore lit, reste silencieux longtemps, puis dit « Je pars pour Montauban. Là-bas, nos frères s'organisent. Votre parole sera écoutée. » Florent le laisse partir.
Il sait qu'il doit rester invisible. Le danger rôde. Et en effet, quelques jours plus tard, les deux faux marchands arrivent au camp des comédiens. L'un d'eux se fait engager comme aide de cuisine. L'autre se mêle aux jongleurs. Tous deux observent. Et bientôt, ils savent. Ils savent que le vieux est Florent. Ils attendent la nuit, le moment. Mais ils n'ont pas prévu l'enfant. Le même enfant qui, jadis, avait invité Florent à rejoindre la troupe. Il s'appelle Hugo. Il n'a que 10 ans, mais il est vif comme une belette. Il a remarqué les deux inconnus, leurs armes dissimulées, leurs chuchotements trop sérieux. Et surtout, il a vu l'un d'eux glisser une lame sous sa manche avant de s'approcher de la roulotte de Florent. Il court, il hurle, il réveille tout le camp. Les jongleurs, les musiciens, les danseuses, tous se lèvent comme un seul homme. Le vieillard n'est pas l'un des leurs, non, mais il est devenu leur secret, leur fardeau, leur frère. Les deux assassins sont pris au piège. L'un parvient à fuir, mais l'autre est maîtrisé. Dans sa sacoche, des ordres signés, des noms, et la confirmation qu'on veut la mort de Florent. Alors le groupe décide, ce n'est plus un jeu, ce n'est plus du théâtre. Nous allons le faire sortir de France. Florent, épuisé, pleure en silence. Il n'est plus seul. Et à cet instant, dans un autre coin du royaume, Henri de Navarre reçoit enfin un message en clair, transmis de main en main, écrit par Théodore. Le testament existe, il est vivant, et il va sortir. Les roues de la roulotte grincent sur les chemins de montagne. Le convoi de saltimbanques, désormais silencieux, remonte vers le nord-ouest, contournant les grands axes, évitant les postes de garde. Dans l'une des caisses secrètes de leur matériel de scène se trouve le testament original de Jeanne d'Albret, enroulé dans une étoffe tachée de cire et de sang. Florent, amaigri, malade, mais toujours debout, ne quitte plus ce parchemin des yeux. C'est tout ce qu'il lui reste, tout ce qui reste de Jeanne. Il sait qu'au-delà des Pyrénées, à quelques jours de là, l'Espagne offre un territoire catholique, mais où Catherine de Médicis n'a pas la même portée. Plus loin encore, les Provinces-Unies, et au-delà, l'Angleterre d'Élisabeth Hire, la seule souveraine qui pourrait publier la vérité sans trembler. Mais chaque frontière est un piège. À Bordeaux, les gardes fouillent en les convois. À Bayonne, on exige des lettres de passage. À chaque carrefour, des silhouettes en noir observent, comparent, suivent. La chasse ne s'est jamais arrêtée. Une nuit, à 3 lieues du col de Roncevaux, la troupe fait halte dans une auberge isolée. Le feu crépite, les enfants dorment, mais Florent sent le froid de la lame se rapprocher. Il ne dort pas, il n'écrit plus, il écoute, et il entend. Une voix basse, à la porte de l'écurie. Ils sont là, le vieux est dans la grande roulotte. On frappe ce soir? Non, on les suit. Ils ne passeront pas la frontière. Florent réveille Hugo, puis les autres. Ils décident de repartir avant l'aube, mais un drame éclate. À quelques kilomètres du passage, une embuscade. 3 cavaliers surgissent du bois, armes à la main. L'un d'eux blesse le conducteur de la première roulotte. Un autre saute à l'intérieur de celle de Florent. Le parchemin tombe à terre. L'homme le saisit, s'enfuit. Mais Hugo, le petit, court après lui. Il crie, il saute, et dans un geste d'instinct, il plante un couteau de cuisine dans la cuisse du cavalier. L'homme hurle, lâche le parchemin, tombe à bas. Les autres fuient. Ils récupèrent le testament. Mais Florent, pris dans la mêlée, a été touché. Une plaie au flanc, profonde. Il saigne. Il vacille. On l'allonge sur des couvertures. Il serre la main de Hugo. « Tu es le fils que Jeanne aurait aimé. » Ils atteignent enfin la frontière. Les gardes espagnols les interrogent, mais les artistes font leur numéro. Jonglage, flûte, rire forcé. Personne ne remarque l'homme blessé allongé sous les peaux de mouton. Quelques jours plus tard, ils arrivent à Pampelune. Là, un diplomate anglais, informé à l'avance, les attend. Il reconnaît Florent. Il reçoit le paquet. Il le cache. Il promet de le transmettre directement à Londres, à la reine Élisabeth. Florent, haletant, regarde le diplomate partir. Il sait que son rôle est fini. Il murmure. Maintenant, c'est au monde de lire ce qu'on a voulu effacer. Et dans la lumière de fin d'après-midi, il ferme les yeux. Il ne les rouvrira plus. Mais il ne mourra pas en vain. Londres, hiver 1173. Une nuit de vent et de pluie frappe les vitres du palais de Whitehall. Dans une pièce sobre mais éclairée de 1000 chandelles, la reine Élisabeth d'Angleterre lit lentement un manuscrit au papier jauni, recouvert d'une écriture fine, nerveuse, mais précise. C'est le testament de Jeanne d'Albret. Elle lit, relit, puis pose les feuilles, se lève et regarde par la fenêtre.
Ainsi, ils ont tué une reine avec un flacon de fleurs. Le silence de la pièce est coupé par le crépitement d'une bûche. L'ambassadeur de France attend, debout, tendu. Il n'a pas été invité à commenter. La souveraine ne parle pas à voix haute. Elle pense tout haut. Son regard se perd dans les ténèbres. Jeanne était l'une des dernières à oser dire non. Puis elle ajoute, plus bas. Et la France, aujourd'hui, paye pour chaque nom qu'elle a fait taire. Dans les semaines suivantes, sans déclaration officielle, des copies du manuscrit sont envoyées discrètement à Genève, Amsterdam, Édimbourg. Des extraits apparaissent dans les tracts huguenots, les sermons protestants, les pamphlets contre Catherine de Médicis. Le nom de Jeanne d'Albret, d'abord évoqué comme la mère du roi de Navarre, devient un symbole du martyre par trahison. À Paris, Catherine reçoit un exemplaire clandestin. Elle le brûle dans sa cheminée sans un mot. Mais elle ne dort plus tranquille. Le poison tue, oui. Le feu efface, oui. Mais les mots, eux, trouvent toujours un passage. Henri de Navarre, lui, n'oubliera jamais. Des années plus tard, devenu roi de France sous le nom d'Henri IV, il repensera souvent à sa mère, à ses lettres, à son testament. Il saura qu'il a menti pour survivre, mais qu'il a vécu pour faire renaître la vérité. Lorsqu'il prononcera la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe », il pensera à elle. Non pas comme un reniement, mais comme une stratégie, comme le fruit de tout ce qu'elle lui a appris, la patience, le devoir et le poids de l'histoire. Il fera imprimer le testament sous un faux nom, dans une édition confidentielle. Il n'y ajoutera pas un mot, juste une dédicace secrète, en latin, que seuls les érudits comprendront. Mater mihi lux fuit, ma mère fut ma lumière. Quant à Florent de la Cépède, son nom s'efface des livres. Son corps repose dans une tombe anonyme près de Pampelune. Mais dans une église de village, sur un vitrail oublié, une scène étrange apparaît. Un homme en haillons tenant un rouleau de parchemin, entouré d'étoiles. Et dans le coin inférieur, une inscription gravée, presque illisible. Celui qui porta la vérité, même dans le silence. La légende de Jeanne d'Albret ne s'éteint pas. Son parfum, celui du lilas, du musc et de l'arsenic, flotte encore dans l'histoire de France, comme un avertissement. Tuez une femme, et vous éteignez une voix, mais laissez vivre ces mots, et vous allumez un incendie.